des actus, des coups de cœur et quelques tranches de notre vie, saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce 7e épisode de la saison 6 de Tranches de couple, épisode qui s'intitulera Sable mouvant. Merci encore à tous et à toutes de votre écoute et comme d'habitude n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement. On commence tout de suite par la rubrique Actu et naturellement, puisqu'on vous l'avait promis, après notre épisode micro ouvert sur le résultat des élections américaines, eh bien, on vous fait un point tout de suite sur ce qui s'est passé depuis le 6 novembre. Alors absolument, mais avant de commencer, une petite information à ceux et celles et ceux qui nous écoutent. Pour cet épisode, on a décidé d'opter pour une petite aide extérieure. Alors quand je dis petite aide extérieure, en fait, on a décidé de tester l'utilisation de ChatGPT pour nous aider à faire des synthèses des sujets sur lesquels on parle. Donc ça ne veut pas dire que ChatGPT fait tout le travail à notre place, mais ça veut dire qu'on fait toujours les efforts de chercher les revues de presse, de chercher les articles, de chercher des informations cohérentes, mais derrière, on a demandé à ChatGPT de nous rassembler ces informations pour d'une part nous faire gagner un peu de temps et, je l'espère aussi, nous faire gagner un peu en cohérence d'informations. Donc n'hésitez pas à nous donner des informations. On était cohérents quand même, hein. Avant. Oui, mais on va essayer de faire encore mieux. En tout cas, l'idée, c'est de n'hésitez pas à nous faire des retours pour nous dire ce que vous en pensez. Revenons à mon sujet, donc retour sur les États-Unis. On vous a fait donner cette information il y a 2 semaines avec ce micro ouvert de l'élection de Donald Trump. Alors, on était venu sur les raisons de cette réélection, je ne vais pas revenir là-dessus. On avait très rapidement un rejet des élites, facteurs économiques et sociaux, et puis une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Vous verrez plus tard dans cette rubrique Actu que c'est important, y compris ailleurs qu'aux États-Unis. Donc on voulait aujourd'hui revenir, puisque depuis 3 semaines maintenant, Donald Trump a eu l'occasion de proposer les premières nominations pour son gouvernement. Alors, aucune surprise là-dedans, il y a des noms dont on savait pertinemment qu'ils seraient là. Notre grand ami Elon Musk, le propriétaire notamment de SpaceX ou de Tesla, qui est à la tête d'un ministère de l'efficacité gouvernementale. Alors, il est reconnu, c'est un personnage controversé, reconnu pour sa gestion de grandes entreprises, je le disais, Tesla et SpaceX, qui pourrait apporter une perspective nouvelle dans un gouvernement, une perspective peut-être moins basée sur le service public, mais un peu plus sur un fonctionnement privé. Pas certain que ce soit utile, mais bon, on verra dans quelques mois. Et puis, naturellement, c'est quand même une personne qui porte, lui, beaucoup de conflits d'intérêts potentiels. On sait qu'il a racheté notamment Twitter il y a 1 an et demi maintenant, notamment on pense aujourd'hui, certaines personnes pensent ouvertement aujourd'hui qu'il aurait racheté Twitter pour gagner en visibilité et gagner en visibilité notamment vis-à-vis de Donald Trump pour se rapprocher de lui en vue de la campagne de cette année. En tout cas, il utilise très clairement cette application de partage de ce réseau social pour à ses fins, notamment via les algorithmes qui sont disponibles pour faire en sorte de mettre davantage en valeur, on l'a vu pendant les élections et après les élections, les tweets qui vont dans le sens de Donald Trump. Deuxième nomination, Vivek Ramaswamy. Il est co-dirigeant de Trump de ce fameux DOGE, ministère de l'efficacité gouvernementale. C'est un entrepreneur provocateur. Il a montré pas mal de capacités d'orateur. Il comprend aussi les défis liés à la bureaucratie américaine. Cependant, il manque d'expérience gouvernementale et politique. Donc, s'il comprend un peu ce qui se passe de l'extérieur, il n'a aucune expérience sur ce qui se passe réellement à l'intérieur. À voir comment ces deux personnages vont effectivement améliorer l'efficacité. Troisième nomination, Robert Kennedy Jr., neveu du président Kennedy. Alors, c'est un personnage aussi très controversé. Il s'est présenté à l'élection présidentielle comme indépendant pendant très longtemps, avant de rallier pendant l'été Donald Trump en échange d'un macaron, comment on dit chez nous, un macaron ? Un macaron gouvernemental. Un macaron gouvernemental, puisque Donald Trump l'a nommé au poste de ministre de la Santé. C'est une personnalité controversée à ce poste-là, puisque c'est un anti-vax notoire. Il a diffusé un nombre incalculable de controverses et de fake news pendant notamment le Covid, pointant les gestions soi-disant
mauvaise du post-Covid par l'administration Biden, sans compter ce qui s'était passé avant avec Trump. Bref, encore une question qui laisse un peu pantois. Même s'il est connu pour des engagements sur les questions environnementales, on ne voit pas trop comment à la santé il pourra en faire bon usage. Marco Rubio, le sénateur de Floride, a lui aussi été nommé comme secrétaire d'État à la politique étrangère, enfin ministre des Affaires étrangères en gros, de Donald Trump. Il a une expérience significative, notamment sur la Chine et l'Amérique. Il est extrêmement dur sur ces deux points. On peut imaginer que s'il l'est avec la Chine et l'Amérique, il le sera aussi pour d'autres parties, notamment l'Union européenne. On sait que Trump déteste parler à des entités globales. Il préfère parler individuellement aux pays. On y reviendra. Et donc, on n'imagine pas aujourd'hui quelles vont être exactement les relations de l'Amérique avec l'Union européenne. Donald Trump a déjà annoncé qu'il allait augmenter sensiblement les droits de douane pour le Mexique et le Canada dès au jour 1 de son entrée en fonction. Ça a déjà été dénoncé par la présidente mexicaine et puis il est aujourd'hui en rendez-vous, aujourd'hui même, on est le 30 novembre, avec Justin Trudeau, qui est à Mar-a-Lago, la résidence de Trump en Floride, pour discuter de ces questions. 5e nomination, Kristi Noem, ministre de l'Agriculture. Elle est une gouverneure, elle est populaire, elle a une bonne connaissance des problématiques agricoles. Elle est cependant critiquée pour être un peu tiède, mais bon, c'est une fervente partisane de Trump, donc ce sera sans doute pas quelque chose de vraiment problématique pour en tout cas atteindre ce poste. Elle est critiquée aussi pour des positions peu ambitieuses sur le changement climatique, mais finalement c'est peut-être pas un mal pour avoir les agriculteurs dans la poche aux États-Unis. Non pas que les États-Unis aient été très fringants, y compris sous Biden, dans ces domaines-là. 6e nomination, Mike Flynn, conseiller à la sécurité nationale. Il a une expérience militaire significative, mais il a été réintégré malgré sa démission sous la précédente administration de Trump. Et puis, il est encore entouré de pas mal de controverses légales et politiques. Donc, on verra si la nomination passe sur le Sénat. Il faut savoir que toutes ces nominations vont passer devant le Sénat. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé Donald Trump à retirer la nomination qu'il avait donnée à Matt Gaetz pour le poste de ministre de la Justice. Son retrait est dû à une controverse également sur son implication dans différentes enquêtes fédérales. Et puis après avoir un peu sondé les sénateurs républicains, Donald Trump a décidé qu'il ne le nommerait pas à ce poste clé. À la place, il a mis Pam Bondi. C'est un profil beaucoup plus modéré, mais toujours proche de Trump. Il faut savoir que ce gouvernement est donc formé d'une équipe très fidèle à Trump, controversée, on l'a dit, mais Trump nomme des gens controversés. Un certain nombre de conflits d'intérêts pourraient apparaître, notamment avec notre ami Elon Musk. On peut imaginer des tensions avec les institutions existantes, avec notamment des personnages qui n'ont aucune expérience dans la gestion d'une institution fédérale. C'est ce qui a été pointé par certains responsables démocrates, notamment la sénatrice Elizabeth Warren. Et puis des gens qui, notamment Musk, ont peu de considération sur les services publics et puis l'impact que ça aura sur les fonctionnaires. Parce que donc le gouvernement veut faire près de 2000 milliards d'économies sur les coûts, notamment liés au fonctionnement de l'État fédéral. Mais tout ça, il faudra imaginer que ça fera autant de personnes qui se retrouveront au chômage, que tout ça a un coût, etc., etc. À voir donc comment nos amis vont décider de se lancer après qu'ils auront été officiellement nommés et qu'ils aient pu commencer à travailler au sein de leurs ministères différents. On a parlé des conflits d'intérêts, des tensions avec les institutions, on a aussi le manque d'expertise de certains, notamment Vivek Ramaswamy, qui, on le disait, est un entrepreneur certes reconnu, mais qui va co-diriger en même temps que Trump. Il n'a comme Trump aucune base de connaissance de le fonctionnement interne d'un gouvernement. Et puis il y a des résistances politiques et sociétales, notamment, et des divisions au sein du Parti républicain. On l'a vu sur la nomination de Matt Gaetz, c'est plutôt pour le mieux, puisque ça permet d'éviter une nomination extrêmement controversée. On sera curieux de voir un peu comment vont se passer les nominations suivantes, notamment Musk et Ramaswamy, perçus comme des agents de rupture. Est-ce que les sénateurs républicains vont le percevoir comme ça également? Comment est-ce qu'ils vont prendre en compte? On suivra ça avec
beaucoup d'attention. Alors, il y a eu des réactions internationales également, et puis notamment de l'Union européenne qui observe ces nominations avec scepticisme, on le lit dans un article du Monde. Ça renforce la perception d'une politique américaine qui est axée sur des intérêts domestiques au détriment de la coopération internationale. Mais on vous l'a dit dans notre épisode précédent, ce sont ces intérêts domestiques qui ont lié à l'élection de Trump. Donc Trump ne fait aujourd'hui que satisfaire en quelque sorte l'électorat qu'il a élu. Les Américains, on vous l'a dit, votent pour ce qui se passe devant chez eux et pas pour ce qui se passe dans la rue d'à côté. Les défis dans la formation du gouvernement de Trump reflète une orientation politique volontairement disruptive, comme on dit. C'est-à-dire cette approche va probablement séduire sa base électorale. Il y aura quand même de fortes oppositions en interne et puis à l'extérieur. Et puis, on sait que pendant les premières années de son mandat, Trump a beaucoup tendu à polariser. Aujourd'hui, on est quand même à un paroxysme de la polarisation. On peut se demander si on ne va pas aller vers un autre type de requête, de fonctionnement, puisque une fois qu'on a polarisé, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, affaire à suivre. Merci beaucoup, Guillaume. Alors Max, nouveau sujet d'actu avant de passer aux brèves. Souvenez-vous bien de ce que je vous ai dit maintenant, parce que ça aura un impact dans les brèves. Tu vas nous parler de l'intronisation, comment on dit, de l'investiture de la nouvelle Commission européenne, Habemus Ursula Eugen. Et oui, parce que du côté de l'Union européenne, bien ça y est, le nouveau collège des commissaires, c'est-à-dire la nouvelle équipe pour les 5 prochaines années, a été investi par le Parlement européen cette semaine, donc le 27 novembre. Et ça veut dire que cette nouvelle commission rentre en fonction ce dimanche 1er décembre. Alors si en soi c'est une victoire pour Ursula von der Leyen, sachant qu'aucun commissaire désigné par les États membres et donc ensuite à qui elle attribuait un portefeuille n'a été rejeté par le Parlement européen, ce qui est quand même notable, eh bien le résultat du vote du Parlement en session plénière cette semaine est en réalité une victoire en demi-teinte. Ursula misait sur 420 voix et elle n'en a obtenu en fait que 370, soit 9 de plus que la majorité de 361 voix, donc c'est quand même une majorité assez courte. Et puis ce résultat illustre un affaiblissement du consensus pro-européen par rapport à 2019, où la Commission avait obtenu une majorité plus large, donc deuxième mandat et majorité plus courte. Alors, c'est le plus faible soutien parlementaire à une équipe de commissaires européens jamais enregistré. Et donc, ça témoigne de la défiance des différents partis de sa, entre guillemets, coalition parlementaire, celle qui rassemble officiellement le Parti conservateur dont elle est issue, le PPE, le plus gros parti européen, le Parti socialiste et le groupe Renaissance. Alors, ces dernières semaines ont en effet consacré une certaine défiance entre ces groupes parlementaires, pourtant censés être alliés, avec un jeu trouble du président du groupe PPE, l'allemand Manfred Weber, notamment à l'encontre de la socialiste... Oh Bastien, il est encore là, lui. Oui, notamment à l'encontre de la socialiste espagnole Teresa Ribera, qui a été assez chahutée durant son audition par le Parlement. Et en parallèle, le PPE a fait la cour au groupe d'extrême droite ECR de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui avait réussi à obtenir un poste de vice-président pour son commissaire, Raffaele Fitto, ce qui a bien sûr exacerbé les tensions avec les socialistes et avec Renaissance, qui ne voulaient pas donner un poste aussi prominent au candidat italien. Alors au bilan donc, on observe d'une part une fragmentation du Parlement avec un PPE à droite qui reste dominant, mais une majorité qui dépend d'accords fragiles entre sociodémocrates, libéraux et parfois d'extrême droite. Et d'autre part, le signe d'une vraie montée de l'extrême droite, tel qu'on l'avait déjà perçu dans les élections, mais avec un poids finalement accru de l'extrême droite sur la politique européenne. Puisque le PPE a finalement recours à des alliances avec ses partis souverainistes et nationalistes, notamment pour soutenir des nominations comme celle de Raffaele Fitto, donc de Fratelli d'Italia, qui témoigne d'un déplacement à droite de l'équilibre parlementaire. Alors le vote, la sécurisation du vote et la capacité à élargir sa coalition renforce finalement une position de Ursula von der Leyen comme un pivot de la droite européenne, même si l'influence des formations d'extrême droite va être finalement complexe à gérer.
Les socialistes, eux, ont obtenu une victoire symbolique avec la confirmation de Teresa Ribera au poste de vice-président, mais ils ont dû, pour ça, avaler finalement la nomination de Fito comme vice-président. Et les Verts et Renaissance, de leur côté, se retrouvent finalement marginalisés par l'élargissement à droite de la coalition qui soutient le collège de Ursula von der Leyen. Alors à plus long terme, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? C'est que finalement, le nouvel exécutif européen fait face à une faiblesse structurelle, puisque sa majorité au Parlement européen, elle va dépendre d'alliances qui vont fluctuer, ce qui va augmenter le risque de blocage sur des dossiers essentiels comme la réforme climatique, ce qu'on a appelé le pacte vert, la politique migratoire ou la défense européenne. Et finalement, la rupture du cordon sanitaire avec l'extrême droite va compliquer les compromis entre les groupes traditionnels pro-européens et de fait miner la cohésion interne de l'Union européenne. Alors simplement pour conclure ce point, on peut rappeler les priorités de cette nouvelle commission. D'une part, la compétitivité et la défense, donc un fort accent sur les priorités économiques, la compétitivité industrielle et géopolitique, pour répondre à la guerre en Ukraine et aux rivalités avec les États-Unis et la Chine. On le sait que dans le contexte de l'élection de Donald Trump, ça ne va pas être simple, et il va falloir effectivement surmonter les différentes divisions politiques sur ces sujets. Les réformes climatiques, elles sont sous pression puisqu'on a une opposition entre les groupes pro-environnement, les Verts et les sociaux et démocrates, et les conservateurs, qui vont finalement freiner les ambitions du pacte vert, illustrant l'impact direct de la fragmentation parlementaire sur les objectifs politiques à long terme. Oh bah tiens, on l'attendait pas ça. Alors, les critiques se font déjà jour, puisque le rôle un petit peu ambivalent de l'allemand Manfred Weber et finalement la focalisation de Ursula sur certains dossiers, notamment l'automobile européenne, fait que certains se disent que finalement Ursula va surtout se focaliser pour soutenir la relance économique de l'Allemagne, dont elle est issue. Voilà, donc c'est déjà une critique qui lui est adressée. Alors maintenant, on passe peut-être à une petite brève sur l'Ukraine, et c'est un lien direct avec les États-Unis, naturellement. Et donc on passe maintenant à nos brèves, et Guillaume, tu vas nous faire une brève sur l'Ukraine, en ayant en tête le lien avec, naturellement, les États-Unis, l'élection de Donald Trump. Absolument, Max. Alors, une petite brève sur la situation en Ukraine. On a vu ces dernières semaines un usage massif de drones par la Russie. On en a déjà parlé également dans un épisode au mois d'octobre. C'est pas tout à fait nouveau. Une attaque avait ciblé Kiev avec plus de 70 drones, causant des coupures d'électricité, des blessés, même si la plupart ont été interceptés. La réponse de l'Ukraine, ce sont donc des renforts et de demander des renforts et des équipements à ses partenaires, à ses alliés. Elle a également envoyé du matériel et des troupes dans les zones clés comme Kharkov pour contrer les avancées russes. C'est compliqué, on va pas se mentir. La situation géopolitique n'aide pas non plus. Il y a eu des contre-offensives ciblées, notamment sur des dépôts pétroliers dans l'oblast de Rostov en Russie, qui ont démontré la capacité à frapper des infrastructures stratégiques. C'est pas nouveau aussi, c'est pas la première fois qu'ils le font, mais c'est toujours quelque chose qui est quelque chose qui va contre les intérêts de la Russie, naturellement, et qui peut potentiellement aider à moyen terme. Alors, on a aussi vu, on vous avait dit que la France et le Royaume-Uni avaient autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles balistiques en territoire russe, et Joe Biden a d'ailleurs autorisé quelques jours après l'élection de Donald Trump, l'Ukraine a frappé également sur le territoire russe, dans des zones limitées, mais tout de même relativement en profondeur, avec des missiles américains, histoire de laisser une petite patate chaude pour son successeur. On y reviendra après. Donc Moscou, de ce côté, continue de tester des missiles en situation de combat. Elle a reçu un soutien de la Corée du Nord, notamment en troupes, mais l'Ukraine a également frappé des endroits où se trouvaient des troupes nord-coréennes ces dernières semaines. L'Ukraine a demandé une réponse de l'OTAN aussi après les récentes attaques. Il y a des choses qui commencent à émerger, des propositions qui commencent à émerger, notamment une forme d'engagement de l'OTAN exclusivement dans les zones qui ne sont pas en guerre aujourd'hui en Ukraine. Alors évidemment, ça doit passer un nombre extrêmement important d'étapes avant d'y arriver. On n'y est pas encore, mais on l'a vu au cours de ce conflit. Les choses sont souvent arrivées comme ça. Les lignes rouges ont souvent été franchies petit à petit, d'abord à bas bruit, et puis du jour au lendemain, on est passé à des choses qui étaient complètement inimaginables. Donc,
affaire à suivre. On a toujours, au niveau humanitaire, beaucoup de blessés, des réfugiés, des pertes humaines, y compris dans des régions de Kiev qui ne sont pas touchées par la guerre au sol, en tout cas. C'est une situation qui reste dynamique, avec une montée en puissance des offensives russes. On ne sait pas si c'est un chant du cygne ou si ça présente réellement quelque chose de durable. Alors, je voulais aussi vous parler rapidement, qu'est-ce que ça change l'élection de Trump par rapport à l'Ukraine ? Eh bien, on sait, je vous l'ai dit, que Donald Trump voit les relations internationales de façon assez tumultueuse, une approche directe et individuelle. On peut imaginer un soutien transactionnel, contre. Une diminution probable du soutien américain, moins d'aide militaire et diplomatique. Et Donald Trump a montré par le passé sa réticence à s'engager pleinement dans un soutien au pays. On peut imaginer une diminution des livraisons d'armes ou une réduction des financements. Cependant, il a nommé comme envoyé spécial en Ukraine, le général Kellogg, qui jusqu'à maintenant a montré une position relativement ferme vis-à-vis de la Russie. Donc voilà, on attend de voir un peu quels seront les premiers vrais signaux vis-à-vis de l'Ukraine, tout en gardant toutes ces informations en mémoire. Et une dernière information qui vient de tomber, parce que vous le savez, on fait des choses voilà, on est en live dans ce podcast aussi. On parlait des nominations, et bien sachez que Donald Trump a nommé Charles Kushner, le père de son gendre, ambassadeur des États-Unis en France. Tada! Faut dire que Paris, il y a pire quand même pour passer les 4 prochaines années. Hein. On vous rappelle que, je crois qu'on en a parlé, les nominations des diplomates, des hauts diplomates notamment, sont souvent aux États-Unis, transactionnel pour le coup. Oui, très politique. Souvent, c'est les plus grands donateurs des campagnes américaines qui se retrouvent dans les plus beaux postes. Et donc, voilà, c'est une expérience. Et naturellement, les adjoints, les ambassadeurs adjoints sont des diplomates de carrière. Donc, il y a toujours un petit peu cette dynamique que d'ailleurs, finalement, on peut un petit peu retrouver dans la série The Diplomat. Voilà, qu'on regarde en parallèle, qui est assez sympa. Alors peut-être de mon côté faire une petite brève sur les élections présidentielles en Roumanie, parce qu'elles ont un peu défrayé la chronique, puisque le premier tour a eu lieu le 24 novembre, et là on a eu une grande surprise, parce que Călin Georgescu, un candidat d'extrême droite pro-russe, a surpris en arrivant en tête avec près de 23% des voix. Alors, Georgescu, c'est un ancien fonctionnaire, une critique virulent de l'OTAN et l'Union européenne, qui s'est distingué par une campagne axée sur TikTok et les valeurs nationalistes, et ça a vraiment été une énorme surprise. Il affrontera au second tour donc Elena Lasconi, une candidate pro-européenne et centriste, issue du parti Union pour sauver la Roumanie. Alors les enjeux politiques autour de cette surprise, naturellement c'est la montée de l'extrême droite, puisque la progression de Georgescu et d'autres forces nationalistes révèle une polarisation accrue dans un contexte de mécontentement envers les élites traditionnelles, qui fait craindre une influence pro-russe croissante. D'ailleurs, il y a une enquête qui a été ouverte pour savoir si, finalement, tout ça avait été, notamment cette force par la campagne sur TikTok avait été fait dans les règles de l'art, ou s'il s'agissait d'une offensive hybride, et tout ça contrôlé par le Kremlin. Et plus généralement, d'un point de vue régional et international, la Roumanie, qui est un pilier de l'OTAN, voisin direct de l'Ukraine, elle joue un rôle clé dans le soutien à Kiev. Et donc, si Georgescu venait à gagner les élections présidentielles, alors à ce moment-là, ça serait fragiliser l'unité européenne et transatlantique. Donc effectivement, TikTok a joué un rôle central dans la popularité, notamment auprès des jeunes de Georgescu, avec une campagne numérique massive qui est accusée de manipulation russe. Mais il faut aussi avoir en tête que l'inflation persistante, la pauvreté rurale et les scandales de corruption des grands partis traditionnels ont aussi alimenté un espèce de rejet des élites pro-européennes, qui offrent un terreau fertile au discours populiste et anti-système. Finalement, on voit aussi quelques liens avec ce qui se passe outre-Atlantique ou dans d'autres pays, y compris le nôtre. Alors le second tour est normalement prévu le 8 décembre, mais on attend de savoir quel sera finalement le résultat de l'enquête qui a été demandée, et donc la décision de la Cour suprême. Mais
si les élections se poursuivent, elles pourront déterminer finalement l'orientation pro-occidentale ou une bascule plus eurosceptique de la Roumanie. Et il faut savoir que c'est important aussi parce que juste après les élections présidentielles, il y aura les élections législatives qui naturellement ont un rôle très important pour définir l'équilibre des pouvoirs et les orientations stratégiques du pays. Voilà pour la rubrique Actu, et on passe tout de suite à la rubrique Belgitude. Une petite marade, Guillaume ? Eh bien, une petite marade, je sais pas qui se marre. En tout cas, nous, on a un peu rigolé. Vous le savez, la France a dépensé des millions pour construire un nouveau ministère de la Défense flambant neuf à Ballard. Eh bien, la Belgique a la même idée de construire un nouveau quartier général ultra moderne et sécurité pour la bagatelle de 500 millions d'euros, qui sera situé sur les terrains de l'ancien QG de l'OTAN à Bruxelles, en face du nouveau QG d'ailleurs. C'est un complexe qui accueillera 4000 personnes, notamment l'état-major, le service de renseignement et de sécurité et le Cyber Command. Alors, comme souvent en Belgique, quand on a ce genre de demande de construction de bâtiments, ça passe par différents intermédiaires. Et il faut savoir que les plans du futur bâtiment, classés diffusion restreinte, alors on n'est pas dans du top secret, mais tout de même, ont été publiés par erreur sur le site de urban.brussels, qui est l'institution de la région de Bruxelles qui gère tout ce qui est demande de permis de construire. Ces documents ont été rendus disponibles pendant 48 heures, téléchargeables sans restriction, ce qui a donc suscité quelques inquiétudes. La Défense a précisé qu'il s'agit de plans nettoyés, épurés de taille critique comme l'usage exact des pièces. Cependant, les accès et la circulation du bâtiment inclus dans ces plans pourraient représenter une vulnérabilité. Alors, les réactions... Celle de la Défense, c'est de dire qu'on pensait que ces plans ne seraient accessibles que sur demande et non téléchargeables. Une enquête est en cours pour retracer qui les a téléchargés. Chez Urban.Brussels, elle rappelle que c'est au demandeur de permis de gérer le contenu mis en ligne. Aucune procédure spécifique n'existe pour les sites sensibles. Quand on connaît Bruxelles et le nombre de sites sensibles, on peut peut-être se poser la question de pourquoi aucune procédure n'existe. Et puis les conséquences, c'est que la Défense s'est engagée à publier des plans encore plus limités lors des prochaines étapes de l'enquête publique. Merci beaucoup Guillaume, et on passe tout de suite à notre rubrique Vie de couple qui sera sans doute la dernière rubrique de cet épisode parce que on est déjà été un petit peu long sur la partie d'actu. Alors Guillaume, t'as été prendre un petit peu le verre Mais oui, j'avais des jours de congé à prendre depuis pas mal de temps. De récupération même à prendre depuis pas mal de temps, et donc j'ai fait une semaine au vert, d'abord chez ma sœur dans le Pilat, dans une ferme du Pilat, pour reposer, profiter de la famille, tout ça. Avant ça, il faut dire quand même qu'on a quand même eu un planning assez chargé nous aussi, parce qu'avant ça j'avais fait 2 jours à Paris, dont une très belle journée où je vous recommande d'ailleurs l'exposition Caillebotte au musée d'Orsay, qui est une superbe exposition chez un artiste sans doute pas méconnu, mais pas assez connu par rapport à ce qu'il fait et à son talent. Et puis après, on a fait un week-end quand même avec des potes aussi, avant que je parte pour mes petites aventures. Exactement, entre Paris et entre Paris et la région Rhône-Alpes. À Sens. Voilà. On a fait un week-end pas loin de Sens. Bah oui, c'est toujours sympa de pouvoir se retrouver avec... Ça n'a pas de sens. Ça va, je l'ai fait 15 fois sur place, je peux bien la faire une fois pendant le podcast. C'est pas faux. Une petite organisation, donc on remercie ceux qui se sont chargés de l'organisation de ce week-end. 14 adultes et 7 enfants. Ça fait du monde quand même. Ça fait du monde. Voilà, et du coup, j'en ai profité pour rejoindre Guillaume pour un petit week-end de 3 jours, enfin pas vraiment de 3 jours, mais 2 jours plus 1 jour de télétravail. En Haute-Savoie, c'était assez chouette. On a mangé une très très bonne fondue et on est revenu avec les poches. On est revenu avec les poches pleines de fromage. Voilà, donc si vous voulez venir toquer à notre porte, on aura peut-être un peu de fromage à partager. Si vous êtes sage. Bah oui, c'est sympa aussi. On a l'habitude, nous, on a nos petits repères avec la famille, vous le savez, c'est l'été, et puis c'est à Noël. Mais parfois, c'est compliqué, on est lancé dans les aléas de la vie, dans les allers-retours de la vie, dans notre vie un peu trépidante, qu'on essaye de calmer toujours. Vous savez, c'est un peu notre motto, ça. Je ne sais pas combien de fois on en a parlé depuis le début de ce podcast, mais essayer de calmer nos rythmes, ça, c'est un truc vraiment, on a du mal. Et donc, essayer de voir la famille un peu plus souvent et pas seulement 2 fois par an, dès qu'on peut, on essaye de le faire, quoi. Je crois que c'est important aussi.
Exactement, et du coup, voilà, on se prépare aussi pour Noël, de rentrer dans nos familles respectives pour aller passer un petit peu de temps avec eux. C'est assez chouette de pouvoir aussi déjà penser à ça. Il y avait un autre truc, un autre sujet, il me semble. Début de la période de Noël, quand même. Évidemment, on va décongeler Maria Carey, enfin. On a décongelé Maria Carey. On a décongelé Maria Carey, qui avait fait une très chouette vidéo, vous savez, aux États-Unis ou au Canada. Vous avez Halloween fin octobre, début novembre, là. Et puis qu'une fois qu'Halloween est passé, paf, direct, on passe dans Thanksgiving, le chant de Noël. Mais non. Mais oui, il y a Thanksgiving maintenant, mais ça n'empêche pas qu'après Halloween, tu passes déjà à Noël. Ils commencent déjà à sortir les décorations, le sapin, le machin, tout le tout team. Nous, on a une vision beaucoup plus limitée, enfin en tout cas beaucoup plus raisonnable, on va dire ça comme ça, t'as vu. Nous avons un deal. Nous avens un deal commun, collectif, dont on vous a peut-être déjà parlé. Oui. On ne lance les hostilités pour Noël, le sapin, la crèche, les chants de Noël, que à partir du 24 novembre, un mois avant finalement. Eh bien, un mois avant, et bon, cette année on a fait une petite exception parce que quand même, lorsqu'on était en Haute-Savoie, on a été visiter le hameau du Père Noël le 23 novembre. Donc là, on était à fond, hein, on va pas se mentir. On n'a pas fait la photo avec le Père Noël, mais la filleule de Guillaume l'a fait. Tout à fait, c'est l'essentiel. On a écouté un très gentil petit conte de Noël. Oui. Et puis, du coup, voilà, donc le 24 novembre, le dimanche, ça a été chant de Noël à fond. Voilà, et puis là, chez nous, là, c'est on n'en peut plus. C'est au top. Et ça va, on n'en peut plus. Ça va, on met doucement en fond des chants de Noël, c'est sympa. Faut dire que cette année, on avait commencé la saison des films de Noël un peu plus tôt. Hein. On avait trouvé un compromis pour faire le premier film de Noël début novembre, quand même. Le premier, d'ailleurs. C'est vrai, on a regardé notre film favori de Noël début novembre. On en avait besoin, je sais pas. Sans doute. Puis là, on en a regardé encore hier. On vous fera une liste de nos films favoris hier. Bon, c'était sympa, hein, mais sans être non plus la folie ce qu'on a regardé. Ouais, des nouveautés sur. C'était comment déjà ? C'était le Manly Christmas. Bref, enfin bon. Des hommes qui se retrouvent à danser. Oui. En plein milieu de. Ça, c'était celui que tu nous as fait regarder. Et puis. Ah ouais, non, on en a regardé un autre qui était vraiment tout pourri. Non, Nutcracker, il s'appelle. Il était mignon. Ouais. Ouais, c'est un film sympathique. C'était pas très très drôle. Moi, ça manquait de dynamique en fait, surtout. C'est un peu le problème des films en série sur les plateformes aujourd'hui, c'est que tout ceci manque un peu de dynamique et donc voilà, on préfère faire beaucoup de films et puis dans beaucoup de films, il y en aura un ou deux qui vont être sympas. Nous, on peut vous conseiller déjà Single of the Way, je sais pas si vous l'avez regardé, mais c'est un chouette film de Noël, une histoire de romance, gay, très, 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 ça pour le coup, c'était très sympa. Il est sorti il y a 2 ans, je pense, ou 3 ans. Après, il faut dire que les films de Noël américains, ils ont quand même une espèce de. Regarder ce soir. C'est vrai. Ils ont quand même une espèce de. C'est un peu toujours la même chose. C'est le drame. Il faut vendre la maison. C'est la banqueroute. On veut se faire racheter la ferme. Et puis, il y a une histoire de romance. Et puis, c'est magnifique. Voilà. C'est toujours un peu les mêmes. Oui, c'est ça. Ça manque un peu d'originalité, on va dire. Voilà, et je crois que du coup, nous arrivons à 35 minutes de podcast, donc on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, on était heureux de partager ce petit moment avec vous dans cet épisode 7 de la saison 6. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On attend vos commentaires sur cette nouvelle formule ChatGPT friendly. On est heureux de vous compter parmi nos auditeurs naturellement. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à mettre une note et ou un commentaire, pouce bleu à podcast, blablabla. Tout le team, vous savez aujourd'hui qu'on est présent sur un certain nombre de plateformes et qu'il ne faut pas hésiter à nous sur Blue Sky. Ah bon? Eh oui, nous sommes présents sur Blue Sky. Nous sommes présents sur Blue Sky, on en apprend tous les jours. Bien sûr. L'alternative à X. L'alternative à X, c'est difficile à dire, tout à fait. Mais surtout, le plus important, c'est donc de nous aider à nous donner un peu de visibilité et de partager.
Si vous ne le saviez pas parce que vous aviez oublié, on vous rappelle que ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours, que si vous êtes un petit peu pressé, vous pouvez déjà le trouver à partir de 21h le dimanche soir en général. Et on vous souhaite d'ici au prochain épisode de bien vous porter avec des câlins, de l'amour, de l'humour. Gros bisous et attention, vous mettez les pieds.